Bonjour et bienvenue dans ce nouveau page à page consacré, et vous l'attendiez, à l'omnibus Amazing Spider-Man par David Michelinie et Todd McFarlane. Todd McFarlane, un nom qu'on associe évidemment à Spider-Man depuis des années. Et oui, un nom absolument incroyable qui nous rappelle combien cet auteur a grandi avec ce personnage et combien il a apporté, inscrivant à tout jamais le personnage et le héros dans les années 80 et 90. Il est arrivé par la petite porte, il avait déjà ce talent, il avait déjà quelque chose, il avait déjà cette grinta, il avait déjà ce trait absolument incroyable et cette envie de devenir la méga star qu'il a été. Et on l'a vu grandir à travers un nombre incalculable de numéros de Amazing Spider-Man, tous réunis dans un magnifique objet, superbe omnibus. Ces épisodes sont déjà sortis dans beaucoup d'éditions, partiellement ou totalement. Je me souviens évidemment d'une édition récente en Icons. Là, vous avez une belle qualité de papier et surtout l'intégralité des épisodes. Pour répondre à votre question, Todd McFarlane, il a fait ensuite une série qui s'appelle juste Spider-Man. Qui a fait l'objet d'un second omnibus beaucoup plus petit avec moins d'épisodes. Ça a été fait juste avant que Todd McFarlane ne crée le personnage de Spawn. Cette série s'est vendue aux États-Unis à des millions d'exemplaires et ça fera l'objet d'un second omnibus qui lui sort en janvier 2024, qui est déjà en précommande sur Original Comics et dont le lien se retrouve évidemment en descriptif de la vidéo. Les deux liens sont évidemment dans le descriptif. Ces deux omnibus peuvent être lus séparément, mais ils sont complémentaires. C'est le même auteur, Todd McFarlane. Là, il est juste dessinateur. Là, il est scénariste et dessinateur. Ça, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte. Et c'est vraiment une version très personnelle de Todd McFarlane. On y voit déjà ce qu'il va proposer dans Spawn. On y voit évidemment l'étendue de son talent et c'est quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, on va se concentrer sur celui-là. Celui-là n'est pas encore sorti en version française et on va se concentrer sur l'omnibus qui vient de sortir et qui fait évidemment sensation. Magnifique omnibus qui reprend l'intégralité des épisodes de Todd McFarlane. Mais pas que, parce que pour pas avoir de trou dans l'histoire, Panini et Marvel ont décidé de nous proposer tous les épisodes de la période McFarlane. Donc de l'épisode 298 à l'épisode 328. Mais il y a les épisodes signés Eric Larsen ou Alex Saviuk, vous allez le découvrir. Donc il n'y a pas que du Todd McFarlane, mais si vous voulez l'histoire complète, il n'y a pas trop le choix. Typiquement, le 296, ce n'est pas Todd McFarlane, mais c'est le début d'une histoire. Alors à l'époque, c'est David Michelinie qui est au scénario. Clairement, quand on regarde cet épisode de Todd McFarlane, moi, ça me replonge directement dans les années 80, dans ce qu'on appelle les années Strange. Il faut savoir que Spider-Man 296 est sorti en janvier 1988. Nous avons dû l'avoir en France quelques années plus tard. On reconnaît ce Spider-Man des années 80 avec ses cheveux, sa moumoute, sa permanente. Et c'était à l'époque, le Spider-Man de l'époque. Et le Spider-Man de l'époque, il était déjà swinging. Il y avait déjà cette volonté de le faire virevolter et de lui faire des acrobaties. Tout le monde n'avait évidemment pas le talent de Todd McFarlane, mais les dessinateurs de l'époque, s'en sortaient plutôt mal. Là, clairement, on est dans les années 80. C'est l'héritage de tout ce qui s'est passé, les années Roger Stern, les années John Romita. C'est évidemment d'un classicisme fou et c'est tout simplement parfait. On n'imaginait pas qu'un jour, arriverait le fabuleux Todd McFarlane. Alors en 1987, Todd McFarlane, il a déjà œuvré sur certains comics. Il a déjà travaillé sur du Hulk et du Batman. En tout cas, c'est ces années-là. On est vraiment dans des années où il va dessiner du Batman, du Hulk et du Spider-Man et qu'il va faire exploser l'étendue de son talent. Qu'est-ce qui dénote avec l'arrivée de Todd McFarlane? Ce découpage, on n'est plus sur des cases, on est vraiment sur un dessin qui sort évidemment des cases et qui est vraiment nous pop aux yeux. Faut savoir qu'à l'époque, Todd McFarlane, il est très jeune. Donc ce n'est pas encore le Todd McFarlane flamboyant qu'on connaît. Mais c'est un Todd McFarlane qui décide de s'émanciper très vite de ce qui est fait. Clairement, Todd McFarlane, dans ses pages,
il nous propose une vision qui ressemble, c'est clairement ce qu'on devait lui demander à l'époque, il fallait que ça ressemble à ce qu'il y avait et ce qui était sorti en 86, 87. Il fallait que ça matche, quoi. Il fallait que ce soit raccord avec les goûts du public de l'époque. Mais Todd McFarlane, il avait ce talent et il avait cette envie, évidemment, de proposer autre chose avec Spider-Man. Donc, finalement, les premiers épisodes que nous voyons à l'image, eh bien, ils sont vachement comme ce qu'on pouvait proposer. Évidemment, il y a Venom qui monte. Et là, on se souvient de ces pages absolument incroyables avec ce récit, cet épisode 300 et ce récit complet Marvel que nous avons tous adoré. Un récit complet Marvel d'anthologie dans lequel, évidemment, Mary Jane est tétanisée et dans lequel on retrouve, évidemment, Spider-Man avec son costume noir qui va l'abandonner parce qu'elle a été agressée par Venom. Des thèmes très contemporains. Et là, on voit déjà que le dessin commence à prendre beaucoup plus d'ampleur. On est vraiment sur quelque chose qui change et évolue. Les personnages sont sexy en diable. Et Spider-Man, virevolte. Et puis, il n'y a plus, vous savez, toutes ces phases de Spider-Man qui virevolte. Non, le mouvement est tel qu'on n'a pas besoin de faire 10 dessins pour montrer comment il a sauté. Non, c'est tout simplement magnifique. Alors, c'est les années 80-90. Certains diront que c'était trop sexy ou voire trop sexualisé. Mais Mary Jane était tout simplement magnifique. Et Todd McFarlane l'a dessiné de la plus belle des façons. L'arrivée d'Eddie Brock, jaloux de Spider-Man, et qui va donc récupérer le symbiote. Et donc, il va y avoir un Spider-Man contre un Venom. Et à la fin, Spider-Man va évidemment se séparer de son costume pour faire plaisir à MJ. Et vous allez donc découvrir alors là, c'est pas dans ces épisodes-là. Ça, c'était dans les épisodes d'avant. Là, c'est des épisodes où... voilà, c'est dans cet épisode-là qu'il dit au revoir à son costume. Il emprisonne Venom, mais Venom va revenir. Alors, dans le récit complet Marvel, on avait ça, et après, tout de suite, la suite des épisodes de Venom. Mais en fait, il y a eu plein d'épisodes entre. Ça, cette couverture, elle est mythique. Et là, l'aventure continue, et c'est même, je pense, qu'il y avait marqué la légende René à l'époque, parce que c'était le retour au costume classique. Évidemment, là, Todd McFarlane commence à s'amuser et à s'éclater sur la série. Non seulement, je pense que son trait a évolué, mais en plus, son trait est devenu complètement hors de contrôle, dans le sens où il fait virevolter son Spider-Man, et on reconnaît aussi ses mains. Il dessine les mains comme ça de façon très significative, et d'épisode en épisode, de page en page, Todd McFarlane va grandir avec son héros, avec sa créature, et va nous réserver évidemment des pages de plus en plus belles et de plus en plus magnifiques et de plus en plus construites. Son dessin va devenir de plus en plus flamboyant. Et ça va être tout simplement génial. Regardez, c'est toujours aussi sexy. Les poses sont géniales. Le storytelling est incroyable. Tout va dans le bon sens. Il faut savoir aussi qu'à cette époque, souvent, on a des fantasmes sur les comics parce que ils se seraient vendus à des millions d'exemplaires dans les années 40, 50, etc. À cette époque, les comics Marvel ne sont pas, on parle de quelques centaines de milliers d'exemplaires. On n'est pas sur des millions d'exemplaires. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que de mois en mois et d'année en année, il va y avoir une espèce de bouche à oreille de cours d'école. Et les gens vont dire, mais attends, il faut que tu lises Spider-Man, c'est super cool. Et Spider-Man va gagner des lecteurs de mois en mois. C'est-à-dire que on est à une ère où Internet, ça n'existe pas et c'est pas prêt d'exister. Il n'y a pas de buzz, il n'y a pas vous savez, le seul succès se fait avec le bouche à oreille. Et en fait, ça devient super cool de lire Spider-Man, peut-être pour la première fois depuis très longtemps. Et donc, on se retrouve avec des épisodes, regardez comme c'est super chouette ça, qui se vendent de plus en plus. Et en fait, ça va devenir un succès. Ça va devenir un vrai succès. Et en fait, les ventes vont commencer à passer à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, etc. Et ça va gagner des lecteurs de mois en mois, à coût de, peut-être pas 100 000, mais à coût de 25 000. Et ça va grandir. Et ça va nous proposer, évidemment, ces auteurs, ces pages absolument fantastiques et qui vont être lues par un très très grand nombre. Voilà. Donc vous avez peut-être connu évidemment ces pages dans les pages de Strange, évidemment, comme beaucoup en France. Mary Jane qui a dans chaque épisode droit à son shooting photo, elle était modèle à l'époque.
avec voilà, ces cases qui deviennent de plus en plus grandes chez McFarlane, avec ce Peter Parker qui se prononce, hein, on sort du Peter Parker des années 80, et Mary Jane qui est là violentée. Ça va pas bien se passer parce que Peter Parker, il va pas se laisser faire. Là, c'est très drôle parce qu'ils mettent des noms de Romita, Ditko, Andrew, Kane, Friends et John Romita Jr. Comme s'ils avaient été enterrés parce que cet auteur est arrivé comme un ouragan et a complètement révolutionné le genre avec son style de dessin absolument impeccable et fabuleux. Et avec ce sens du mouvement et de l'action qui a évidemment fait pendant très longtemps les choux gras. Et donc McFarlane devient vraiment incontournable. Il devient l'homme, rendez-vous compte qu'à l'époque il dessinait ses 24 pages, 22-24 pages par mois, plus la couverture, et que c'est comme ça qu'il a fait ses classes et qu'il a appris. Quand on voit les premières pages que je vous ai montrées tout à l'heure et ces pages-là, eh bien, on voit l'évolution de l'artiste et on voit combien il a grandi et combien il est devenu comme lui-même, quoi. Il est devenu l'artiste qu'il deviendra, qui plus tard créera évidemment Spawn. Voilà. Et donc, on se continue de se délecter de ces pages, avec évidemment le retour des grands classiques, parce que David Michelinie, une fois qu'il a cet artiste et qu'il voit que les ventes décollent et qu'il voit que ça se passe bien, il se permet de faire revenir le bouffon vert, enfin les deux bouffons, et faire revenir des personnages comme le lézard, et en fait toute la galerie de méchants et toute la galerie de personnages va évidemment faire son grand retour. Ça, je me souviens l'avoir décalqué, ce dessin, dans les pages de Strange. Je l'ai décalqué pour apprendre à le dessiner. Un Spider-Man géant qui était vous savez, pour les parades aux États-Unis, un truc gonflable. Voilà, donc Todd McFarlane, qui faisait le dessin et l'ancrage, hein, c'est-à-dire qu'il n'était pas aidé. Et regardez à quel point on grandit avec le héros, et à quel point chaque page devient de plus en plus intéressante, et chaque épisode voit l'évolution du héros avec un Venom qui fait déjà son retour, comme vous pouvez le voir, et avec un dessin de plus en plus incroyable et acrobatique. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté cartoon qui se développe au fil des pages, et c'est très marrant de voir qu'il évolue. Et donc là, on arrive à l'épisode 316. Et en fait, après le 300, dans le récit complet Marvel Venom, on avait ça en fait. On avait l'impression que ça se suivait, mais ça ne se suivait pas. Et depuis, ça a été réédité 1000 fois, en VO ou en VF. La Chatte Noire se fait agresser. Spider-Man revient et il voit que Venom est revenu. La scène dans la boucherie. Eddie Brock qui veut attaquer la tante May. Spider-Man, voilà. Et donc, c'est le début un peu de ces splash pages fabuleuses qui font le sel, le goût, le sucre et le miel de Spider-Man. C'est tout simplement phénoménal de voir à quel point il grandit, à quel point ça devient super cool et super chouette. Les héros sont tout simplement géniaux. Les méchants sont magnifiques. Et on a des scènes d'action absolument tonitruantes dans des histoires absolument incroyables, avec je vous dis, un dessin qui évolue d'épisode en épisode, avec toujours cette Mary Jane absolument sublimissime qu'on a tous aimé, et puis ces personnages incroyables. Voilà, donc regardez comme c'est sexy, regardez comme c'est beau, il savait dessiner, et là on est dans les années 90, là, hein, on est quelques mois avant qu'il ne lance celui-là, hein. On est vraiment sur les derniers épisodes de Todd McFarlane, paru dans Strange, et après, vous le savez, vous vous souvenez, en France, quand la série Spider-Man, la deuxième série, est sortie, ça a eu droit à son propre magazine dans un format qu'on a tous adoré, avec un poster, souvenez-vous comme c'était cool. Captain America qui fait une petite apparition. Quel plaisir de redécouvrir ces pages, parce que honnêtement, on mesure ce que Todd McFarlane a pu apporter. Alors là, Erik Larsen, dessinateur fabuleux, donc ils ont souvent été comparés pour des mauvaises raisons, alors qu'ils ont un style très très différent. Erik Larsen arrive et donc nous régale, puisqu'il va devenir le dessinateur régulier après Todd McFarlane. Il va devenir le dessinateur régulier de la série. Et là, il fait un fill-in. C'est-à-dire que là, regardez, c'est déjà le retour de Todd McFarlane qui revient. Et donc, on a des épisodes qui s'enchaînent avec, d'un côté, là, c'est Colin Doran qui dessine. Alors là, on est revenu à un style beaucoup plus classique,
un style même un peu vertigo, j'ai envie de dire. Un style qui vraiment dénote complètement. Et après, deuxième épisode d'Eric Larsen, avec Eric Larsen qui aime bien faire des verticales comme ça. Dans ses dessins, hop, vertical, vertical, vertical. Je plaide pour un omnibus, je l'ai en VO moi, mais j'aimerais qu'il arrive en version française. Ça, c'est en version française, je vous rappelle que c'est de la VF. Clairement, je plaide pour que les épisodes d'Eric Larsen reviennent évidemment en omnibus. Il y a un très bel omnibus en VO et je vous le recommande. Hulk, parce qu'il a dessiné Hulk quasiment à la même période, Todd McFarlane. À une époque, Todd McFarlane, il faudrait que je mesure tout ça, mais à une époque, il faisait 40 pages par mois, donc c'était exceptionnel. Voilà, à l'époque, comme ça payait pas bien les comics, il fallait en faire beaucoup. Donc Eric Larsen, qui commence à prendre le dessus. Eric Larsen, c'est un peu le... Il a souvent été comparé à McFarlane, mais finalement, ils ont rendu le comparer à Kirby, quoi. Pour moi, Eric Larsen, c'est le fils de Jack Kirby, quoi. Et donc, voilà. Donc, on a plusieurs épisodes de McFarlane et plusieurs épisodes de Eric Larsen. Eric Larsen, donc, prendra la suite de Todd McFarlane sur Amazing Spider-Man et deviendra lui aussi une méga star. Et ensuite, Todd McFarlane quitte Amazing Spider-Man pour créer Spider-Man, mais ça fera l'objet d'une autre émission. Eric Larsen prendra évidemment aussi la suite de Spider-Man ensuite, et puis après il ira créer le Savage Dragon. Et Todd McFarlane quittera Spider-Man pour aller créer Spawn, bien entendu. Voilà, vous connaissez la boucle. Cet omnibus, il est superbe, il est sublime, il est incroyable, il est impeccable, il est magnifique, il est cultissime et il est incontournable. Je vous invite à le découvrir, je vous invite à le lire, je vous invite à le dévorer, je vous invite à le savourer, je vous invite évidemment à en faire votre omnibus de chevet. C'est tout simplement un omnibus qu'il faut avoir dans sa collection. C'est légendaire, c'est Todd McFarlane sur Spider-Man. Il est disponible en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Il est disponible en boutique en ligne et je vous invite à cliquer dans le lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez le commander et c'est livré chez vous gratuitement. Et si vous n'avez pas de libraire à côté de chez vous, on vous livre. Si vous avez un libraire indépendant, eh bien allez l'acheter. Ces omnibus, ils font vivre vos libraires indépendants. Donc, c'est très important de les prendre chez votre libraire indépendant plutôt que sur Amazon. Si vous achetez sur Amazon un omnibus, vous tuez un libraire ou en tout cas, vous lui mettez un coup de couteau dans le dos. Je sais que je le dis souvent, mais c'est comme ça et c'est la vérité. Voilà, merci évidemment. Et puis, on reparlera dans quelques mois de cet omnibus incroyable également de Todd McFarlane. Celui-là, il est en VF, il est dispo maintenant et je vous mets le lien en descriptif de la vidéo. Salut!